Donc, bonsoir, merci d'être venus nombreux. Je vais vous présenter le cycle Jeudi Science. Donc, comme son nom l'indique, chaque premier jeudi du mois, une rencontre est organisée par la SIN, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et par le groupe Human 6. Une rencontre avec une personnalité dont la thématique est liée à l'innovation et à la science. Et donc, ce soir, nous avons la chance d'accueillir David Gruson. Donc David Gruson, magistrat, haut fonctionnaire. Et David Gruson est un fin connaisseur du système de santé. Et il s'est intéressé à un thème, donc il a publié aux éditions de l'Observatoire, à un thème très intéressant, très émergent, qui est celui de l'intelligence artificielle et de notre santé. Et donc il va être interviewé ce soir par Antoine Boussin. Et vous pourrez ensuite échanger avec lui, poser des questions et bien sûr acheter son livre qu'il vous dédicacera. Voilà. Donc je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci Olivia. David Gruson, les fiches Wikipédia, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Hein. Alors j'ai quand même retrouvé votre parcours. Vous avez un micro si vous voulez bien l'employer. Je me suis toujours refusé à faire une fiche Wikipédia. Quoi. Enfin, j'ai quand même trouvé des choses. Vous me direz si c'est juste Il faudra me passer sur le corps. Ah, vous me direz si c'est juste, hein, parce que alors, vous allez bientôt avoir 40 ans, ça, il n'y a pas de problème. C'est bientôt, c'est au mois de mai. Et vous avez été dans la promotion Simone Veil à l'ENA, ce qui était quand même... c'était bien, dans la promotion Simone Veil. Et vous avez été diplômé de la formation des directeurs d'hôpital, École nationale de la santé publique et l'Institut d'études politiques de Paris. Alors vous avez enseigné à Sciences Po, bien sûr. À l'École de la santé, c'était la promotion Michel Foucault. Ah oui, d'accord. Vous voyez, donc ça crée une certaine forme de déterminisme. Oui, alors moi je voulais faire un peu de mauvais esprit en étant en promotion Simone Veil. Je me suis dit un jour il va se retrouver ministre. Mauvais esprit ? Je ne sais pas s'il faut me le souhaiter. Hein. Ça peut être une étape, on ne sait pas, mais bon. Voilà, donc vous avez enseigné à Sciences Po, bien sûr. Vous avez publié des livres, des articles dans de nombreuses revues sur deux thèmes, les retraites et puis les réformes hospitalières. C'est votre spécialité. Vous avez occupé des postes de direction au CHU de Bicêtre. Vous avez été conseiller technique du Premier ministre François Fillon sur les problèmes de santé, bien sûr, pendant 2 ans. Et vous avez été, votre dernier poste, c'était très récent, c'était directeur général du CHU de La Réunion. Et j'ai été surpris, un article ce matin dans le Figaro, je me suis dit, il est quand même très fort comme auteur. Il s'arrange pour avoir un article sur un thème passionnant que vous avez vécu au CHU de La Réunion. Et vous avez une réponse, justement, dans le Figaro. Alors, pourquoi on ne commencerait pas par ça ? Si vous voulez, alors déjà, je voudrais remercier Olivia et Human 6 d'avoir organisé cette session. Je vais parler dans le micro, ce sera mieux. Merci à la Société d'encouragement de l'industrie. Et puis, merci à Myriam, à la librairie des PUF. Si vous ne connaissez pas la librairie des PUF, et si elle remarche, ta machine, Myriam, je vous invite à aller voir. Alors là, moi, je vais vous parler de machines qui font de la santé, mais Myriam fait de la machine qui fait de la connaissance, avec un outil de production et d'impression de tous les livres que vous voulez. Ça se passe rue Monsieur le Prince. Et vous voyez, c'est un autre exemple. Impression à la demande. Ouais, c'est un autre exemple de ce que les robots peuvent aussi servir à élargir nos horizons. Alors, pour revenir sur votre sujet, et puis merci d'avoir retracé un peu le parcours qui était dans le secteur de santé essentiellement. J'y ajoute juste une étape, non pas pour ajouter une ligne parce que les diplômes c'est une chose, mais la vraie vie c'est autre chose. Mais c'est important de vous dire que j'ai commencé par faire un DEA de technologie d'information et de la communication avant le secteur hospitalier de Paris 8 et du Conservatoire des arts et métiers. Alors je me prétendrai pas informaticien, mais on m'a donné à cette époque-là quelques rudiments de programmation en COBOL. Alors s'il y a des informaticiens dans la salle, ça vous permet de situer maintenant la profondeur de mon obsolescence ou de ma péremption, informatique. Mais pardon ? Oui.
Ouais, voilà. Et donc, du coup, mais on m'a dit là récemment qu'il y en avait encore du COBOL dans le système d'information de la Société Générale. Alors, étant moi-même client de la Société Générale, je me suis inquiété du coup. Oui. Bon, enfin voilà. Bon, donc je viens. Donc, en tout cas, je voulais vous faire ce petit clin d'œil pour vous dire Oui, que. mais alors, moi, attends, alors à ce moment-là, je vais refaire un autre clin d'œil Ouais. sur votre poste de conseiller technique auprès du Premier ministre. Oui. Le ministre de la Santé de l'époque, vous y êtes resté 2 ans, hein, Oui. ce poste-là. Le ministre de la Santé, c'était... Alors, j'en ai eu deux. C'était d'abord Roselyne Bachelot. Ah oui, Et puis après, c'était Xavier Bertrand. d'accord. Euh, Donc deux ouais. personnages politiques importants, hein. Oui, oui, Enfin, oui. même si Bachelot n'est plus dans la politique. Et deux personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'ai connues dans des moments, on va dire, alors je sais pas si j'attire ça, mais je pense que j'ai un karma assez compliqué. C'est-à-dire que quand je suis dans un poste, en général, il se passe un truc. Vous avez mentionné, et on peut faire un peu la succession de choses comme ça. Quand j'étais à Bicêtre, c'était mon premier poste de directeur adjoint d'hôpital. J'y étais j'ai fait l'intérim de la direction d'établissement en août 2003 pendant la canicule. Après, quand j'étais à l'ENA, j'étais en Syrie. C'était juste après la guerre en Irak. Et puis après, là, on fait un petit saut dans le temps. Pendant Matignon, il y avait, donc, Roselyne Bachelot, moi je l'ai connue dans la séquence de l'après H1N1. Et donc il fallait, le système était à l'époque marqué un peu de cette dimension-là. Et Xavier Bertrand, c'était au moment de l'éclatement du Mediator. Oui, donc c'est sympathique de vous Oui, suivre dans votre ça. carrière. Alors, Alors, je pense que David Gruson, d'autant plus qu'il y a encore des choses à venir. Oui, là, alors hein. ça va être une question de karma. Et donc du coup à la Réunion. Non, mais brièvement, quand même, Ouais. une question sur le conseiller technique de la santé. Donc, Oui. vous avez été 2 ans conseiller technique avec 2 ministres. C'est sûrement pas la chose la plus facile à vivre. Mais quel est votre poids par rapport aux décisions qui vont être prises par le gouvernement? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est de l'autorité ou comment ça se passe techniquement? Je pense qu'il faut mesurer la modestie du rôle. Et je le dis avec beaucoup de respect pour les décideurs, mais aussi pour le système. En gros, vous avez tracé le parcours et vous avez compris que je suis un peu un produit de technocratie. La technocratie a des grandes limites. Elle génère des dérives, mais elle a aussi des fonctionnalités. Et donc il faut être modeste par rapport à ce qui est finalement d'un côté l'effet un peu d'automatisme, et on retrouve le sujet, on arrive dans le sujet de la machine, du fonctionnement ministériel ou technocratique, et puis de l'autre côté la partie de la décision politique qui là est la partie plus noble. Alors le rôle que moi j'ai exercé pendant 2 ans à Matignon, il faut en mesurer la particularité, c'est que le job de conseiller technique à Matignon n'est pas le même que si par exemple vous étiez en situation de direction de cabinet d'un ministre. J'avais été pendant 1 an avant au cabinet de Martin Hirsch, ou quand il était, vous vous souvenez, au commissaire aux solidarités actives. Et là, le rôle du conseiller est un rôle en prise directe, dans une petite équipe. On essaie de voir à peu près la globalité du portefeuille. Là, à Matignon, c'est différent. L'équipe est plus large et vous êtes sur un segment qui, pour un chef de gouvernement, ne représente qu'une fraction ponctuelle de son activité. Alors, ça dépend de l'agenda gouvernemental, ça dépend de l'actualité. Il pouvait se passer des semaines parfois sans que je sois amené à interagir avec le Premier ministre. Puis il y avait des moments où on était vraiment plein dedans et où c'était plusieurs fois par jour ou par heure. C'est ça un peu la pulsation des choses, ce qui fait que ce que vous imaginez sans doute être la vie de cabinet au sens de la régulation politique, la préparation d'expression politique, de prise de parole, de déplacement, correspond, quand on est à Matignon, à une partie finalement pas subsidiaire mais minoritaire de l'activité. Le cœur de l'activité, c'est la machine d'arbitrage interministériel. Voyons, on retrouve l'idée de machine. Et l'arbitrage interministériel, c'est un process dans lequel finalement le job du conseiller, substantiellement du conseiller de Matignon, c'est de savoir repérer ce qui relève de son niveau.
et vous êtes amené à traiter des questions qui vous remontent, des arbitrages de textes, des décisions. Et avec quand même cette notion que si la question remonte à l'arbitrage de Matignon et donc du Premier ministre, c'est que à la base, c'est quand même un peu un sac d'ennui. Parce que ça veut dire que les ministères ne sont pas capables de se mettre d'accord et que donc du coup, il faut trancher le sujet. Et donc là, vous avez une machine d'arbitrage. Alors, j'ai pas de statistiques précises, mais en gros, pour vous donner une idée, je pense que sur les 2 ans, il y a à peu près 50% des questions qui remontaient que j'arbitrais à mon niveau, en articulation avec mes homologues. Vous voyez, en gros, quand vous avez, exemple très pratique, il y avait pas mal de sujets, évidemment, d'arbitrage sur le budgétaire, sur la sécurité sociale. Et donc là, je traitais le sujet avec ma collègue qui suivait ces budgets-là, ou les questions de finances de la sécurité sociale. Et puis après, vous aviez à peu près, sans doute, 30% des sujets qui se traitaient au niveau du directeur de cabinet. Donc je proposais une solution, il me donnait son avis, réglait la question. Et puis après, les 20% qui restent, là, c'était 15 ou 20% de la décision politique qui se traitait au niveau du Premier ministre ou du Président de la République. Et oui, quand on arrive dans ce filtrage-là, sur les 15 ou 20% qui restent, on est vraiment sur des questions qui sont soit très très lourdes d'enjeux budgétaires, soit des questions qui ont un poids très lourd d'enjeux politiques. Un poids symbolique ou politique, et l'enjeu politique ou symbolique, ça fait partie du... Alors, une question, et on va parler des articles qui sont parus sur le CHU de La Réunion que vous avez dirigé. Moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, au départ, quand on me l'a envoyé, je me suis dit, j'espère que je vais y comprendre quelque chose. Alors, c'est pas que je comprends rien aux affaires médicales, mais je suis pas très... C'est pas mon domaine de compétence. Et j'avais très très peur que ce soit un livre un peu hermétique, un peu scientifique, un peu... Eh bien, pas du tout. J'ai réussi à le lire, de la première à la dernière page. Alors, j'ai pris beaucoup de notes et des petits post-it, mais c'est ma manière de travailler. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est que je me suis dit, par rapport à votre passé et vos rencontres et vos réflexions, c'est un livre formidable sur où va la médecine d'aujourd'hui, celle à laquelle on va être confronté quand on est patient, qu'on va chez notre médecin, ou qu'on va sur un site, ou qu'on va justement dans les réflexions sur l'intelligence artificielle. Et ça m'a passionné parce que votre regard, c'est aussi un regard de sociologue. Et vous avez réussi vraiment entre nous parler de l'intelligence artificielle, de ses dangers, de ses qualités, des fantasmes qu'on a, nous tous, sur ce sujet-là, de tous les risques, et puis surtout de l'évolution. Je suis sûr que quand on se verra on est en 2019, allez, on se revoit en 2035, eh bien vous aurez écrit encore 3 livres sur ce sujet. Au moins, je pense, puisque c'est une telle évolution. C'est-à-dire que la vie, pour parler simple, vous qui avez dirigé justement le CHU, j'aimerais que vous me parliez ça brièvement. La vie de l'infirmière que vous avez observée, dont vous vous êtes occupé à La Réunion en 2015-17, que sera-t-elle en 2035 ? 2035, c'est dans pas beaucoup de temps, mais que sera-t-elle cette journée de l'infirmière en 2035 ? Voilà ce qui m'a passionné dans votre livre. Oui, alors merci. Alors je me prétendrai pas sociologue. C'est pas de la fausse modestie. C'est que vous avez compris que je pense que si le livre a un sens, c'est peut-être de vraiment pas être celui de prendre la position du donneur de leçons. La transformation que je décris avec l'arrivée de cette transformation numérique et d'IA dans le système, elle est aussi nourrie du poids d'échecs. Et j'ai puissamment contribué à des échecs dans le système. Par exemple, quand j'étais à Matignon, on a fixé le régime juridique de la télémédecine. Et c'est un des cadres juridiques les plus avancés, les plus clairs
pays développés, mais vous voyez, perfection technocratique, on a passé beaucoup de temps dans la perfection juridique, mais en y perdant peut-être un peu de force politique. Christian Espagno qui a suivi ça, pour essayer de tordre le bras aux résistances qui étaient fortes à l'époque pour déverrouiller le modèle économique. Et si vous créez un cadre juridique parfait sans lui donner de flottabilité économique, en fait, vous avez traité que 50% du sujet, ce qui fait qu'on a pris du retard. Donc vous voyez, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ce sera la vie d'une infirmière en 2035 ? À vrai dire, j'en sais rien. Et je ne ferai pas d'art divinatoire, parce que vous voyez, sur les questions d'IA, vous avez comme ça beaucoup de devins qui vont dans ces questions-là. Par contre, on peut essayer de faire un peu de pronostic en se disant que je pense qu'en 2035, il y aura encore des infirmières. J'en suis même sûr. Je serais plus sceptique sur le fait et il y aura toujours des malades. Vous avez raison. Je pense qu'en 2035, il y aura encore des infirmières. Vous avez raison, on pourrait même concevoir quasiment une échelle de certitude. En 2035, il y aura encore des malades. Je pense qu'on n'aura pas encore tout guéri. Je suis certain qu'il y aura encore des infirmières, des professionnels soignants. Je suis presque sûr qu'il y aura encore des médecins, mais vous voyez, j'y mets un presque. Presque. Et je suis assez dubitatif sur le fait qu'il y ait encore des directeurs d'hôpital et des gestionnaires de fonctions support, en gros de back-office du soin, parce que c'est un peu un des messages que je porte dans le livre, et si vous voulez regarder le sujet d'un point de vue plus technique, qu'on a regardé avec l'Institut Montaigne il n'y a pas très longtemps, et avec le cercle de réflexion pour l'avenir de la protection sociale, monsieur Brizard qui est présent, c'est de regarder les impacts sur les métiers. Quand on regarde l'impact sur les métiers de la santé, on peut documenter aujourd'hui le fait très précisément que les impacts portent d'abord sur les fonctions support, d'administration, de gestion, de logistique, mais vous voyez, ça correspond à... Là on n'est pas dans du pronostic, hein, c'est du scénario d'anticipation, de prospective, que je pense robuste pour les 5 prochaines années. Il y aura, on l'a chiffré, en fourchette basse, 40 000 emplois automatisables, en fourchette haute, 80 000, sur le 1 200 000 emplois du système de santé. Mais ça correspond à des métiers du back-office, des fonctions support du soin. Et je pense qu'il y aura un impact sur les métiers médicaux et soignants, mais de deuxième ligne. Alors, après, si on regarde le métier infirmier en 2035, aujourd'hui, une infirmière passe beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas du soin. Elle fait du papier, elle passe des coups de fil, elle cherche à se coordonner avec ses collègues. Et vous voyez, il y a beaucoup de temps perdu à de l'action non soignante. Et ça, demain, peut-être que la machine, si on la regarde avec un jour positif, et vous avez compris que c'est plutôt le mien, il fera gagner du temps. Ce sera du temps qui sera gagné. Alors après, de l'autre côté du sujet, il y a dans l'exercice infirmier aujourd'hui une partie d'actes techniques. Il y a des actes infirmiers, même certains relevant de ce qu'on appelle un peu rapidement le rôle propre de l'infirmier, par exemple effectuer des prélèvements, faire des piqûres. Et ça, demain, je pense que sur ces actes techniques-là, il y en a une partie qui pourra sans doute assez facilement être robotisée. Je regarde Jacques Léglise, directeur de Foch, qui est en avance sur ces questions. Il y a une partie de ces process-là dont je vois, moi, technologiquement, aucune objection à ce qu'ils puissent demain être opérés par des intervenants automatisés. Et puis, au milieu de ça, vous avez une fonction qui est la fonction auprès du patient. Et on voit bien que cette fonction-là, là aussi, je pense qu'on dit sur ces questions-là pas mal de choses inexactes dans le débat public aujourd'hui sur l'IA. On explique que les médecins vont se transformer demain en super accompagnateurs de nos angoisses comme patients. On va récupérer du temps humain. Et je pense que si l'évolution, ça doit être ça, vous avez compris que j'y crois pas vraiment, là je pense que les métiers médicaux seront assez vite menacés. Alors, en 2035, ils ne le sont pas à court terme, mais peut-être en 2035. Pourquoi ? Parce que sur cette partie d'accompagnement humain,
Là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, au sens strict du terme, la fonction de nursing. On vous explique, on vous accompagne. Et là, ce que sont aujourd'hui les infirmiers et les professionnels paramédicaux peuvent le faire aussi bien demain que des médecins. Mais je pense qu'en fait, cette fonction-là, d'accompagnement, de nursing, de gestion, en fait, vraiment très dans le dialogue avec le patient, peut rehausser une fonction infirmière sur certains points. Mais je pense qu'on va avoir à apparaître une autre fonction médicale, qui est que aujourd'hui, dans la décision médicale, une partie de l'IA, j'essaie d'en donner des exemples, va venir se substituer à de la fonction de diagnostic pur. Essentiellement ce qu'on appelle la reconnaissance d'image par apprentissage machine. Vous avez aujourd'hui des solutions déjà développées qui sont plus efficaces que le diagnostic humain sur la reconnaissance de fichiers d'imagerie, sur la reconnaissance de mammographie, sur le diagnostic du mélanome en dermatologie. Vous voyez, là, on est déjà dans... Ça on en parlera tout à l'heure, hein, précisément. Pour aller au bout de la question, vous voyez, je pense que ce qui va, si on se met à l'horizon trop lointain, pour moi, de 2035, si vous voulez que je faire une prédiction, mais qui sera démentie, je pense qu'on va aller vers une qualification de la décision médicale, dans ce cas-là, de pas automatique. De plus abouti. L'intuition, l'expérience, la critérisation, et que ça peut aussi aboutir de manière un peu paradoxale à réduire le champ d'intervention des infirmiers tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez aussi un scénario où finalement l'exercice médical se détache du diagnostic technologique. L'exercice infirmier se réduit dans sa dimension technique avec le développement de procédés robotiques qui vont se substituer aux actes techniques infirmiers. Et finalement, il y a une forme de délégation des choses où l'infirmier sera au contact du patient pour lui expliquer des choses et puis gérer l'empathie. Et la décision médicale peut venir, vous voyez, sur le process vraiment de décision intellectuelle pure. Donc il peut y avoir un scénario de valorisation infirmière au point d'élargir des fonctions dans un mécanisme de délégation de compétences, de pratiques avancées très très élargies, tangentant ce qui est aujourd'hui l'exercice médical, mais aussi un autre scénario de downgrading de la fonction infirmière à 2035. Alors, détail sur cette histoire de l'insuffisance rénale terminale à La Réunion. C'est pas un fait divers, c'est presque un fait divers, mais c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui de nos réflexions. Pour donner simplement un chiffre, la greffe du rein en métropole concerne un patient sur 2, en gros. À La Réunion, 20% des patients ont une greffe du rein. Et vous avez, avec lanceur d'alerte et tout, mis le point sur ce sujet-là, et qui est un sujet intéressant, parce que c'est aussi ça la discussion de votre livre, c'est comment la médecine évolue, comment les vieux réflexes, probablement avec des intérêts financiers et sociaux derrière, d'avoir des patients en dialyse, ça coûte beaucoup plus d'argent et du personnel que les greffes de rein. Et vous avez, c'est le titre de votre article, j'ai compris qu'un système opaque tournait en parallèle à plein régime. Oui, alors brièvement, hein, David Gruson, mais je voulais qu'on en parle. Non, mais je pense que c'est intéressant qu'on l'évoque parce que et à la fois c'est intéressant qu'on l'évoque parce qu'on est au cœur du sujet, mais là on est aussi dans l'actu immédiate. Vous voyez, on est on est ce soir là, ce soir 4 avril 2019, on est, vous voyez, un peu à la frontière de la roche tarpéienne et du Capitole, c'est-à-dire que soit le sujet se traite réellement, soit il ne se traite pas, et le dossier arrivera dans le cimetière des lancements d'alerte sanitaire. Et j'aborde ce sujet là aussi avec un prisme qui est que il y a dans l'action qu'on a initiée avec l'association des patients insuffisants rénaux chroniques Rénalou, qui là est vraiment dans son rôle de lancement d'alerte de démocratie sanitaire. J'ai envie de dire que moi je suis un peu un intermittent du lancement d'alerte sanitaire. Je suis arrivé dans ce dossier un peu par la force des choses et c'est intéressant de vous expliquer en un instant comment j'y suis arrivé, pourquoi j'y suis arrivé, parce que c'est très révélateur, je pense, de ce qui est
une certaine faillite du système dans le pilotage par les données de santé. Alors, le cas est extrême là, mais il peut se retrouver ailleurs sur d'autres dossiers. En fait, vous avez donné le chiffre sur la greffe. Je pense que le chiffre sur l'écart entre la prise en charge en dialyse en centre lourd et en dialyse en domicile est encore plus effrayant. Vous avez en gros à La Réunion 3 fois plus de patients insuffisants rénaux chroniques qu'en moyenne nationale, mais 10 fois moins qu'en moyenne nationale qui sont pris en charge à domicile, alors que la France a déjà un des taux les plus bas de prise en charge en dialyse à domicile. Alors on pose le sujet comme ça. Et vous voyez, ce chiffre-là, moi je ne suis arrivé sur cette donnée-là brute que plutôt à la fin de mon parcours de DG de CHU. Ça veut dire que je suis resté 4 ans à La Réunion et en gros à peu près 3 ans, le nez sur le sujet. Mais sans le voir, parce que on m'avait demandé de développer la greffe rénale. Donc, vous voyez, moi j'ai fait, Jacques a été DG de CHU, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire que j'ai déplacé des moyens, j'ai créé des postes de PUPH, on a organisé une filière, on a monté le chiffre de greffe, l'activité avait même été suspendue en 2011, on est remonté à une quarantaine de greffes, maintenant c'est 80 par an, l'activité de greffe rénale. Et j'ai fait ça, vous voyez, en pédalant un peu comme un hamster dans sa roue, sans comprendre qu'à côté de ça, il y avait un système de désincitation massive qui aboutissait à ce que, en fait, en gros, et le constat est vrai au niveau national, le système paye beaucoup plus la dialyse en centre lourd que la dialyse à domicile. Et vous imaginez pour un opérateur dont l'activité, c'est des séances de dialyse 3 fois par semaine, le fait qu'un patient à l'extrême du raisonnement aille en greffe, ça veut dire une interruption du flux de recettes. Alors, il faut bien être précis dans l'expression. On est là dans une question d'incitation. Ce qu'avait dit la Cour des comptes dans un rapport sur l'insuffisance rénale chronique en 2015, c'est que ce système-là, ce modèle économique-là, était générateur de désincitation structurelle à faire de la greffe et pouvait créer un climat dans lequel des dérives pouvaient se constater. Ce qu'on a repéré dans le cadre de l'opérateur qui défraye la chronique là, à La Réunion, avec sur la fois de témoignages de professionnels et puis après de témoignages de patients dont certains sont remontés via l'association Rénalou après mes fonctions, après que j'ai quitté mes fonctions. Je les avais connus à Matignon au moment où on avait fait l'année, la grande cause nationale sur le don d'organes et la greffe. C'est un système complètement hyperbolique avec 50% de la patientèle contrôlée par cet opérateur et des phénomènes que vous verrez dans les médias mais qui dépassent complètement l'entendement, quoi, avec un mécanisme de constitution de résultats bénéficiaires complètement ahurissants, une partie stockée dans un empilement de SCI et de sociétés de conseil très éloignées de la prise en charge de la dialyse, pour arriver à ce modèle-là qui avait fait l'objet d'un premier lancement d'alerte, accrochez-vous, en 2008. Oui, donc ça veut dire que pendant 10 ans, depuis 10 ans, 11 ans, on a gardé comme ça des patients en centre lourd qui auraient pu bénéficier de prise en charge chez eux. Et vous comprenez bien que la dialyse en centre est difficilement compatible avec une prise en charge, une vie familiale et professionnelle normale. Donc, comment on arrive sur le sujet de l'IA? C'est que dans un univers dans lequel on piloterait, on partagerait nos données de santé, on aurait un dossier médical partagé, avec un suivi d'indicateurs simples de santé publique, l'agence régionale de santé qui est chargée de réguler l'offre de soins, vous voyez, ce phénomène-là lui aurait sauté aux yeux, puisque c'est un des principaux problèmes de santé publique de la région, et on passe à côté du sujet pendant 15 ans, quoi. Voilà. Oui. Donc c'est ça un peu le marqueur. Et dans ce qu'on a fait ce que j'ai fait sur la période récente, je vous renverrai à la lecture si vous voulez. J'ai eu l'honneur de co-diriger le groupe de travail de préparation de la révision de la loi de bioéthique. Vous savez, la France prépare la révision de sa loi de bioéthique. Et donc on a co-dirigé ça avec Claude Kirchner, qui est le président du Conseil d'éthique de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle. Et on a fait entendre au Comité consultatif national d'éthique, maintenant c'est une position du Comité d'éthique, relayée par l'Assemblée nationale, la mission d'information qui a été dirigée pour préparer la loi de bioéthique par le professeur Jean-Louis Touraine, que le problème éthique principal du partage par les données et du numérique en santé, c'est qu'il n'y en a pas assez dans le système.
Et en fait, à la lumière du cas de l'insuffisance rénale chronique à La Réunion, vous comprenez mieux ça. Il n'est absolument pas éthique de rester dans une position figée, bloquée sur ces questions, parce que c'est générateur de non-qualité, c'est générateur de perte d'efficience dans le système que l'on pourrait surmonter avec plus de partage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout et tout n'importe comment, mais ça veut dire que vous voyez, quand on tient un discours hyper protectionniste sur ces questions de numérique et de données de santé, ce discours protectionniste est un discours en réalité conservateur, de non-qualité, péjoratif pour les patients et pour l'efficience du système. Et ça, je pense que c'est vraiment une bascule dans le débat public sur ces questions qui a été amenée par l'Ordre des médecins, qui a été amenée par le rapport du Comité consultatif national éthique, par certains acteurs un peu pilotes sur ces questions. C'est pourquoi je vous souhaite un succès pour votre livre, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui doivent s'en inspirer là. Beaucoup d'acteurs qui doivent s'en inspirer. Alors, revenons au départ, parce que dès le début du livre... Juste pour arriver sur ce qui est ce livre ou le projet du livre, le projet du livre, c'était au-delà des documents académiques, de raconter un peu ce cheminement. Comment, avec ce parcours dont vous avez compris qu'il a été aussi cabossé, non linéaire, ça m'a permis de toucher du doigt des sujets de cet ordre-là. S'il n'y avait pas eu ce parcours-là, j'aurais eu sans doute moins de force de conviction pour porter ces propositions-là qui, je pense, je n'ai pas été le seul. C'est ce que je vous disais. Mais ont permis de faire cette bascule qui est maintenant effective en 2018, je pense. David Gruson, dès le départ, vous ne citez le mot intelligence artificielle. Je suppose que tout le monde le connaît dans cette salle. Mais ce qui m'a frappé, c'est que cette terminologie, elle est apparue il y a plus de 50 ans. Et c'est dans 56, je crois, alors qu'on a l'impression quand même qu'on utilise ce mot-là depuis, on va dire, 10 ans. Hein, enfin, le grand public. Et déjà, vous citez, ce qui est très amusant, les 3 règles d'Asimov, l'auteur de science-fiction, par rapport aux robots. Et c'est la question principale. Déjà, en 1942, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et enfin, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Vous avez trouvé ça, mais tout est dit là dans ces 3 lois. Oui, alors tout est dit, mais tout est dit dans l'univers de la science-fiction. Oui, Asimov écrit de la science-fiction de la même manière que le mot robot a été inventé en fait par un dramaturge tchèque qui s'appelle Karel Čapek et donc il écrit une pièce qui sera jouée à Broadway dans les années 20-30 et en fait robot en fait c'est robotas, ça vient du mot tchèque robotas, c'est le travail, le labeur, vous voyez, quelque chose qui n'est pas très agréable, quelque chose qu'on peut déléguer. Et donc du coup, vous avez raison de rappeler ça, parce que même si c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction prescriptive, entre guillemets. Et c'est de la science-fiction qui irrigue les travaux de ceux qui ont forgé l'IA dans les années 50, les Turing, Minsky, qui décrivent ces process informatiques. Et d'ailleurs, quand on parle d'IA ou d'intelligence artificielle, c'est une mauvaise traduction d'artificial intelligence. Vous voyez, on est sur du... Maintenant, l'expression est appropriée dans le langage courant en France, donc faisons avec. Mais en réalité, le terme plus propre, ce serait plutôt de parler d'informatique heuristique. C'est moins agréable à l'oreille, mais c'est plus propre techniquement. C'est un programme informatique doté de capacités d'apprentissage. Et une fois qu'on pose ça, on comprend en fait qu'il y a plusieurs catégories d'IA et que vous avez en gros un programme qui a des capacités d'apprentissage, mais qui sont des capacités d'apprentissage ou d'aide à l'apprentissage de notre raisonnement à nous. C'est-à-dire que l'algorithme, et il peut y avoir des algorithmes pas informatiques, il peut y avoir des algorithmes mathématiques, des algorithmes dans notre vie de tous les jours. On passe en réalité nos vies à tous à concevoir des algorithmes, c'est-à-dire des paramètres d'aide à la décision. C'est vrai dans nos vies
nos vies professionnelles, c'est vrai aussi dans nos vies sentimentales. Il nous arrive de faire des erreurs qu'on apprend à ne plus refaire le coup d'après. Enfin, vous avez compris le principe. Donc, vous voyez, l'algorithme informatique, c'est une fourche décisionnelle 0-1. Je fais pas, j'avance pas, et le programme va nous aider à cheminer dans le raisonnement. Et puis après, vous avez une deuxième étape qui est l'informatique heuristique, l'informatique apprenante, mais qui est capable elle-même d'auto-apprendre. Et c'est là où on arrive dans ce qu'on appelle l'IA de machine learning, qui a été forgée en fait dans des séquences successives, mais en gros les références, c'est John Holland et David Goldberg, avec un mouvement en fait de développement du machine learning entre 1975 et 1989, qui est absolument fascinant de voir du point de vue. Oui, on est dans des jeux d'e-sciences. Vous me permettrez peut-être une petite parenthèse là, pseudo-scientifique. C'est qu'en fait, quand John Holland et David Goldberg font ces travaux, travaillent sur des programmes informatiques, ils décrivent un objet finalement de code, une séquence de code capable au bout d'un certain temps d'apprentissage, de traitement de données, de se transformer. Et le code acquiert la propriété de produire une nouvelle version de lui-même, mieux à même de répondre aux objectifs de la programmation initiale. Et en fait, quand John Holland et David Goldberg décrivent ça, et en fait surtout Goldberg après, il n'a pas de notion d'informatique capable de lui permettre d'appréhender ce phénomène. Et donc du coup, il se raccroche, et on revient à notre sujet de santé, à des notions de génétique. Le code 0,1 qui bouge, il dit ce sont des gènes, et la transformation du code pour s'améliorer, c'est pour lui une mutation du code informatique. Vous voyez, il décrit comme une séquence d'ADN qui bougerait au fil du temps et qui se transformerait. C'est pour ça qu'en fait, quand il parle de machine learning, il développe des théories d'algorithmique génétique. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, là, parce que justement, quand vous parlez de la machine learning, oui, allez-y, pardon. Dans la machine, vous dites, c'est les applications pratiques constituent une véritable révolution. Alors, moi je sais, puisque j'ai lu le livre, mais dans quel domaine, pour vous, les révolutions ont été les plus éblouissantes ? Oui. Alors, elles le sont, et donc quand on a rappelé un peu cette profondeur historique, et puis après j'arriverai là au point qui touche vraiment à la limite de l'IA en santé aujourd'hui, vous comprenez qu'en fait, il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle, plusieurs degrés, et que dans le domaine de la santé, comme dans les autres domaines de l'IA, l'IA se développe d'abord sur les schémas les plus rodés. Et en fait, elle se développe d'abord sur des choses dans le champ de la santé, je reviens à ce point-là, qui n'ont rien à voir avec la prise en charge médicale. Des algorithmes d'aide à la décision dans le champ des ressources humaines, des finances, de la gestion logistique. Mais quand on arrive vraiment sur l'acte médical lui-même, oui, voilà. Là où l'IA se développe d'abord, c'est sur la reconnaissance d'images par apprentissage machine. Et vous comprenez qu'on a là un raisonnement informatique binaire, 0, 1. Je présente une mammographie à un algorithme et l'algorithme va reconnaître 0, 1 s'il y a une tumeur ou s'il n'y a pas de tumeur. C'est la solution française qui a été développée, une des meilleures au monde, par Therapixel. Et la solution de Therapixel, dans sa version primitive, c'est je reconnais à partir d'une mammographie, j'envoie des milliers, des centaines de milliers, et je reconnais s'il y a tumeur ou pas tumeur. Et l'algorithme, vous voyez là, il fait juste de la reconnaissance d'images brute de fonderie, et il aide le diagnostiqueur à faire un pré-traitement. Vous voyez, il regarde si cette mammo-là, telle qu'elle se présente, entre plutôt dans le groupe des clichés présentant une probabilité de signes pathologiques ou entre plutôt dans le groupe inverse. Et après, le diagnostiqueur va finir par poser son diagnostic. Vous voyez, ça c'est le premier cran d'IA. Et puis après, vous avez la solution se développe, Therapixel a développé sa solution.
Et quand on continue à entraîner la machine, on lui met des éléments de capacité d'apprentissage de machine learning. L'IA va finir par finalement regarder l'image dans sa contexture plus profonde et va finir par repérer des signes de suspicion de présence d'une tumeur qu'elle n'aurait pas vu au début de son apprentissage. Elle va mettre des clichés entre eux, elle va inférer de la présence de certains éléments de contourage de la tumeur une probabilité ou une suspicion d'eux, pour finalement finir par proposer des raisonnements qui ne seraient jamais venus à l'idée du diagnostiqueur humain. Et vous avez compris qu'à l'extrême du raisonnement, l'IA apprenante, c'est une solution technologique qui va créer des causalités ou des possibilités de causalité inattendues. Alors, vous avez là, j'y reviens dans un instant si vous permettez, mais vous avez compris, aujourd'hui, la solution la plus opérationnelle en IA de diagnostic, et quasiment la seule, c'est l'apprentissage machine par reconnaissance d'image dans toutes ses déclinaisons. Dermatologie pour le diagnostic du mélanome, la rétinopathie diabétique pour l'ophtalmologie, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, vous voyez cette pathologie de l'œil qui est très présente chez les patients Alzheimer, la radiologie dans toutes ses dimensions. Une fois qu'on a posé ça, il y a l'idée d'avancer vers un deuxième champ d'IA qui est plus sophistiqué, moins au point. C'est ce qu'on pourrait appeler l'IA de pilotage complexe de données de santé. C'est-à-dire que vous allez présenter un jeu de données à un algorithme de données médicales et l'algorithme va, pour un patient donné ou une population de patients donnés, en déterminer des éléments de corrélation. Alors vous voyez, il y a mon cas réunionnais. Là, on n'est vraiment pas dans l'IA apprenante, c'est l'algorithme de base qui, sur l'insuffisance rénale, aurait repéré deux données pertinentes, la prévalence dans la population et les modes de prise en charge. Je mets en relation la prévalence versus le taux de dialyse à domicile. Vous voyez, là, c'est un truc, c'est de la statistique initiale, mais on arrive quand même dans un algorithme d'aide à la décision, au sens où le programme informatique, là, allume, vous voyez le warning, vis-à-vis du DG de l'ARS, en disant, attendez, là, vous avez un truc complètement hors norme, intéressez-vous à cette situation-là. Là, on a un algorithme décisionnel. Là où on n'est pas encore tout à fait au point, parce que aussi les systèmes d'information qui ne dialoguent pas assez entre eux le permettent pas, c'est que contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple en Suède, par exemple aux États-Unis, dans certains systèmes de santé comme Intermountain, là vous avez un vrai pilotage populationnel à partir des données de santé. Vous faites émerger des données des données de présence ou de surprévalence de telle pathologie dans la population et l'IA va aider à les traiter. Et puis après, dernier cran dans la partie pilotage par les données, vous avez en fait le traitement profond de données à des fins de recherche médicale. Et là on fait progresser la science en aidant les chercheurs à aller émettre des hypothèses pour repérer des causes de pathologie. Alors, je vous parlais de la génomique, l'algorithmique génétique, là on était dans la métaphore pure. La frontière de l'IA aujourd'hui, c'est d'aller appliquer des programmes de machine learning, d'IA apprenante, pour essayer d'aller interroger les bases génomiques pour repérer des prédispositions à l'existence de telle ou telle pathologie. David Douaison, j'aimerais que vous rentriez plus dans le détail sur un point précis dans le livre qui, moi, m'a passionné, qui est le traitement de la maladie d'Alzheimer, avec le système de la montre directionnelle. Ah ben non, mais attendez, c'est assez étonnant ça. Oui. Ou alors parlez-nous des maladies cardiovasculaires, vous l'avez donné là, mais c'est important dans votre livre. C'est 3 exemples très précis qui occupent des pages entières. Alors, vous voyez, l'IA se développe dans ce que vous imaginez, c'est-à-dire l'image, la reconnaissance d'image, mais elle se développe aussi, elle a un potentiel de développement dans des champs inattendus. Et moi, je crois beaucoup à son développement dans le champ des pathologies du vieillissement, effectivement. Et vous en avez déjà des exemples très précis. Alors l'IA, mais aussi la robotisation. Hein. J'aurais dû préciser ça, la distinction. Vous avez compris, si on veut être puriste,
IA informatique heuristique, c'est un programme informatique qui donne des axes d'aide au raisonnement. Et la robotique, si on voulait là aussi être un peu puriste, il vaudrait mieux parler de mécatronique, c'est-à-dire de l'électronique mécanique, quelque chose qui agit, vous voyez, sur le réel, qui entre en contact avec les choses. Donc là, dans le champ du vieillissement, vous avez de la mécatronique combinée avec de l'informatique heuristique, IA plus robot. C'est le petit robot Naozora d'Aldébaran. Vous savez, c'est le robot qui fait de la stimulation cognitive, qui va chanter, qui va proposer des interactions, qui va aider les personnes âgées Alzheimer à se mouvoir, à se souvenir, à chanter. Vous voyez, stimulation cognitive. La montre multidirectionnelle, effectivement, de ci, de là, c'est un objet société française qui, en fait... Ça, c'est récent hein, comme découverte. C'est très, très récent. C'est même à l'état prototypique encore. Mais c'est en fait, c'est une montre, mais déjà appliquée, qui, en fait, émet des bips, des vibrations pour aider la personne âgée en troubles neurodégénératifs à se repérer ou à recontextualiser son environnement. Vous voyez, et c'est un outil de stimulation cognitive à partir de l'orientation dans l'espace. Et puis, troisième exemple, là, que je ne développe pas dans le livre parce que l'étude est récente. Vous voyez, il faudra déjà il y aura un tome 2. Peut-être le rééditer. C'est cette étude absolument fascinante qui est parue il y a quelques semaines sur Alzheimer et les bactéries gingivales. Et vous voyez, c'est une étude qui est parue qui montre que, en fait, sur une cohorte de plusieurs milliers de patients, il y a chez 70% des patients Alzheimer la présence de bactéries qu'on trouve d'habitude dans les gencives et qui ont migré dans le cerveau. Alors vous voyez, c'est typiquement le genre de choses que l'IA va mettre sur la table. Est-ce que c'est une causalité absurde? Est-ce que c'est un artefact statistique lié à la cohorte ou au jeu de données qui ne se retrouverait pas sur un échantillon plus large en population générale? Ou, deuxième option, vous voyez, je ne suis pas médecin, mais vous voyez, l'hypothèse est mise sur la table. Est-ce que finalement, là, l'IA ne fait pas apparaître, c'est une mise en corrélation de deux données, en fait, une origine bactérienne de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, cette maladie pourrait n'être que l'expression d'une infection bactérienne qui a mal tourné, et donc du coup avec un traitement antibiotique sur lequel on pourra commencer à travailler avec une migration de la bactérie qui est dans les gencives, dans le cerveau, quoi. Vous voyez, un truc de fou, quoi. Truc de fou. Mais donc vous voyez, l'IA va amener ça. Et vous avez comme ça dans le débat sur l'IA une idée qu'il faudrait que pour réguler éthiquement l'IA, il faudrait la rendre à chaque étape explicable. Et moi, je pense exactement le contraire. Parce que l'IA va nous faire des bonds dans la connaissance médicale et scientifique par des bonds d'inexplicabilité. Et à vrai dire, quand vous prenez de la profondeur dans le raisonnement médical, quand Pasteur invente le vaccin, au départ, il ne sait pas exactement ce qu'il invente. Il découvre le process après avoir fait la percée scientifique. L'IA va permettre des bonds comme ça, dont on arrivera peut-être demain à reconstituer la chaîne d'explication biologique ou logique, mais elle fera émerger des causalités, des corrélations inattendues. Vous posez la question, même à un moment, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter le scandale du Mediator? Est-ce qu'on aurait pu et je pense que oui. Vous voyez, c'est plus facile à dire rétrospectivement. Si on se met dans les situations des conditions de l'époque, les décideurs ne disposaient sans doute pas des outils pour pouvoir le faire. Mais en même temps, ils ne disposaient pas des outils parce qu'on a fait des choix collectifs de systèmes d'information cloisonnés, d'hyperprotection conservatrice d'un certain nombre d'éléments. Et vous voyez, c'est typiquement, c'est une illustration de ces situations dans lesquelles on mesure très palpablement le caractère non éthique de ne pas s'ouvrir à l'innovation numérique ou au pilotage par les données. Enfin, le dernier scandale très médiatisé, il y a toutes les semaines un article là-dessus, c'est les fameux effets secondaires du lévothyrox. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui est au centre de votre problématique, hein. Sûrement. Lévothyrox, je serais plus en peine de faire un commentaire parce que Mediator, j'ai vu le sujet émerger depuis Matignon. Lévothyrox, vous avez vu qu'il y a encore une étude qui est parue aujourd'hui, dont je n'ai pas vu le contenu, donc je ne ferai pas de commentaire dessus non plus. Mais vous voyez, l'IA va certainement révolutionner la production du médicament. En permettant, dans la phase avant la mise sur le marché, de réduire
la partie des essais cliniques en contact humain direct et donc avec une certaine dose de prise de risque. Donc réduire cette phase-là. Et puis après, l'IA doit permettre un meilleur suivi de ce qu'on appelle le développement des effets des médicaments en vie réelle. Et là, je pense vraiment que le pilotage par les données va amener plus d'efficacité thérapeutique. Alors, là, une autre question, d'ailleurs, vous parlez d'un peu de votre, pas de votre vie privée, mais de vos habitudes de consommation télévisuelle. Vous parlez de Netflix. Et vous allez jusqu'à penser que, puisque vous êtes abonné à Netflix, Netflix est peut-être plus intelligent, il connaît plus vos désirs avant que vous les ressentiez. Et puis, il y a un autre parallèle aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous comparez l'algorithme de Google et l'évolution humaine. Est-ce que vous pourriez développer là, ces deux exemples ? Oui, alors, vous voyez, mon expérience de consommateur. Vous voyez, quand j'ai eu une espèce de vertige il y a 3 semaines. Je suis allé à la Fnac, place d'Italie, et ça faisait 15 mois que je n'étais pas allé à la Fnac. Et en fait, je suis allé à la Fnac pour acheter un livre que devait lire mon grand garçon qui est au collège et qu'on lui avait demandé d'acheter à l'école. Et donc, on devait aller au resto après, donc j'étais juste à côté, donc je vais à la Fnac. Et donc, du coup, je vais dans le rayon librairie, et donc je demande est-ce que vous avez le livre ? Et donc, le libraire me dit non, je ne l'ai pas, je peux vous le commander, vous l'aurez dans 3 semaines. Et donc, j'ai dit écoutez, non, il doit commencer à lire là, donc je lui dis je ne vais pas faire comme ça. Donc, du coup, je quitte le rayon librairie, je prends mon smartphone, je vais sur Amazon, et je cherche la référence du livre, et Amazon me dit je vais vous le livrer chez vous demain. Donc du coup, j'achète le livre sur Amazon. Oui. Je chemine, j'arrive à Netflix. Donc du coup, je retrouve le rayon DVD de la Fnac que j'avais quitté la dernière fois il y a 15 mois. Et en fait, le rayon DVD de la Fnac Place d'Italie il y a 15 mois, c'était un vrai rayon. Et maintenant, c'est une table comme ça, quoi, en 15 mois. Et entre deux, il y a Netflix. Et donc, on arrive à mon comportement de consommateur. Ça m'arrivait d'acheter des DVD. J'étais abonné à Télérama et j'écoutais les avis de mes amis, donc ce que je ne fais plus du tout depuis que j'ai Netflix, parce que en fait, pour un forfait modique, j'ai pas d'action chez eux, mais je suis un consommateur très heureux. Pour un forfait modique, j'ai accès à un catalogue hyper profond et je bénéficie d'un taux des conseils du collectif humain qui me dit à 98 ou 99% il faut voir telle série. Et puis après, plus je regarde les séries déterminées, plus l'IA sait ce que je veux voir avant que je le sache moi-même. Voilà. Et donc, c'est là où on arrive un peu dans le risque éthique ou dans la dimension éthique telle qu'il faut la mesurer. C'est-à-dire qu'en gros, moi comme consommateur, je m'épargne toute une série d'expériences ratées de séries télé que j'avais achetées plus cher que l'abonnement de Netflix. Et je remonte pas à il y a 20 ans quand c'était à l'époque, vous voyez, des Cordier jugés flics et tout ça, quoi, où il y avait un programme imposé le jeudi soir à une heure fixe. Donc là, je regarde les séries que je veux quand je veux, avec un taux d'insuccès beaucoup plus faible que dans mon tâtonnement personnel. Par contre, ce que ça génère comme effet, ça génère un effet d'érosion de ma capacité à consentir ou à prendre du recul, sous la double pression du consensus du plus grand nombre et aussi sous la pression de mes satisfactions passées. J'ai été content, donc je sais que je serai de plus en plus content. Ou plutôt, l'IA, c'est avant moi ce qui va me faire plaisir. Et donc, vous voyez, ça réduit mon champ de possibles. Ça aboutit à une certaine dose d'uniformisation du raisonnement. Et en médecine, vous voyez, c'est là où le parallèle arrive, c'est que la proposition thérapeutique assise à 99,9% de recommandations sur des centaines de milliers de cas, est-ce que demain je serai capable de la refuser ? Est-ce que je serai capable de dire non à cette proposition-là ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faudra dire non ? Dans 99,9% des cas, non. Ce sera très bien, je serai mieux soigné que par tâtonnement du médecin humain tout seul dans son coin. Mais il y aura la variable de frottement qui là peut correspondre à des effets éthiques péjoratifs lourds. Vous rappelez, on pourrait parler du rapport de Cédric Villani qui a été très important
en mars 2018, mais bon, ça a été très, très relaté dans la presse. Vous rappelez surtout un rapport en 2017 du Conseil national de la consommation qui relevait que toutefois que les utilisateurs d'objets connectés en santé étaient susceptibles d'être confrontés à 3 grandes problématiques. Le réglementaire, la fiabilité et la protection des données. Quelle est pour vous la problématique la plus préoccupante ? J'ai envie de dire nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème. Ce rapport-là de 2017 est important, il crée un cadre. Dans l'intervalle, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, puisque j'essaie de le décrire aussi, on a transposé le règlement général sur la protection des données, qui amène un cadre de protection juridique qui est le plus fort au niveau international, en France, dans l'Union européenne. Donc le sujet est moins juridique que pratique. Les problèmes pratiques peuvent être liés à des comportements, je vais vite, agressifs, capitalistes de certains acteurs fabricants de solutions d'IA en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Chine, avec des comportements un peu de captation ou de prédation de nos données sensibles. On en a vu des exemples, Facebook qui franchit la ligne rouge et qui se fait taper sur les doigts par le marché. Donc ce risque-là est réel. Mais j'ai envie de dire que le risque qui me paraît avec le recul le plus lourd, c'est nous-mêmes. Alors je m'explique. Vous avez maintenant des solutions de reconnaissance d'image assez abouties sur le cancer du pancréas. Mettez-vous dans cette situation-là. Vous êtes face à votre médecin qui vous dit écoutez, je vais vous recommander au spécialiste d'imagerie qui va vous faire ce bon diagnostic-là, qui va vous proposer un rendez-vous dans 4 mois, mais je vous promets qu'il est bon. Ou vous avez une autre option qui est de demander accès, de demander à récupérer le cliché, vous voyez là votre image numérique de pancréas, et de l'envoyer outre-Atlantique ou en Chine auprès de la solution qui aura mis au point l'algorithme hyper performant qui vous donnera demain un diagnostic précis et plus fiable que celui du diagnostiqueur humain que vous verriez dans 4 mois. Qu'est-ce que vous feriez ? À supposer que vous ayez les moyens de le faire, vous voyez, donc c'est une autre question. Vous mettez les $150 pour faire ça. Moi, là, devant vous, je vous dis ce soir que si j'étais confronté à cette situation-là, très probablement, j'enverrais mes données. Parce que vous êtes confronté à un risque immédiat. Et donc là, vous voyez bien que le sujet a à voir directement avec notre modèle de production d'innovation. C'est que si on n'incube pas suffisamment vite le développement de ces solutions dans un contexte porteur d'un certain nombre d'éléments de garantie éthique, de garantie humaine de l'IA, en fait, on va encourager les professionnels et les patients à avoir recours à des solutions conçues ailleurs, dans un cadre pas forcément éthique. Avec la chaire santé de Sciences Po, on fait tous les 2-3 mois un barème d'évaluation des attentes des Français en matière de santé et de numérique. Et on pose la question, qui est-ce qui est le plus important pour vous entre la protection de votre vie privée et l'efficacité du service médical rendu ? Il y a 3 ans, les Français disaient, enfin en tout cas le panel disait, à 2/3 la protection de la vie privée. Et aujourd'hui, en 2019, le ratio s'est exactement inversé. En aussi peu de temps. Oui. Pourquoi ? Parce que dans cet espace-temps-là, les gens font de plus en plus l'expérience de l'efficacité du service numérique rendu, comme moi avec Netflix. Et vous regardez là, dans Netflix, moi je me croyais défenseur de l'exception culturelle française en matière de protection de séries, ça. Et en fait, j'ai un comportement non éthique de ce point de vue-là. Je consomme des séries produites ailleurs, hors du territoire national. Et vous voyez, on arrive à l'extrême du raisonnement dans Netflix. C'est que Netflix, pour me permettre de me réconcilier avec mon fond de culpabilité, me propose des contenus français ou européens comme La Casa des Papel, mais que je vous recommande d'ailleurs que je vous recommande pas parce que l'IA vous le recommandera à ma place. Mais vous voyez le truc, c'est que à l'extrême du raisonnement, il y a bien quelque chose qui a à voir avec l'idée de perte consentie, explicitement ou implicitement, de référence ou de valeur, quoi. David Gruson. Comment ?
Oui, oui, vous avez raison. Ça a à voir avec l'idée d'un certain monopole. Et le numérique est facteur de processus de monopolisation assez puissant. Alors après, on a un peu de recul maintenant sur ces questions-là. C'est aussi la logique du système de plateforme ou de plateformisation et de production de contenu. Alors après, on sait que les choses ne sont pas établies ad vitam aeternam, que des plateformes, y compris numériques, qu'on pensait absolument inébranlables, sont capables de s'effondrer avec l'arrivée d'une nouvelle solution technologique. Mais quand même, pendant la phase de monopolisation de l'outil, il y a une phase dans laquelle vous vous retrouvez dans un comportement de prescription quasi impérative. Alors, ça sera pratiquement ma dernière question. C'est que j'ai envie de vous dire, mais où va-t-on? Où va-t-on dans cette course contre la montre de l'intelligence artificielle? Vous parlez même d'un système qui a fait une étude sur 160 000 patients de l'hôpital Stanford, qui a anticipé les taux de mortalité donnés sur 160 000. C'est pas de la science-fiction, Oui. Mais c'est effrayant. Et en fait, c'est surtout le rythme. Parce que vous avez vu, il y a 15 jours, il y a un algorithme qui a annoncé sa mort prochaine à un patient. Ça se passait au Japon. Vous voyez, donc déjà, moi, mon livre est déjà presque... Alors, il est encore très très bien, hein, je suis devant, il est vraiment très très à jour. Là, j'ai l'éditeur qui est là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'essaie de décrire dans ce livre, c'est un processus dans lequel le rythme des innovations technologiques est beaucoup plus puissant que celui de la construction des outils de régulation. Et que donc là, on va vers un dispositif dans lequel je pense qu'il est vain de chercher à produire des outils réglementaires législatifs qui finalement seraient systématiquement dépassés par l'innovation technologique et systématiquement dépassés par les usages. Parce que vous voyez, l'exemple là que je prenais juste avant sur le cancer du pancréas montre que nos concitoyens, les professionnels, vont par les usages dépasser le cadre réglementaire. Donc il faut imaginer autre chose. Ce que j'appelle, ce qu'on a appelé avec l'initiative Etikia, la régulation positive, c'est-à-dire concevoir des référentiels de bonnes pratiques qui sont capables de s'adapter aussi à l'évolution technologique. Alors, vous pouvez me présenter cette proposition comme une forme de renoncement à la prescription d'impératifs catégoriques. Bon, il y a certains impératifs catégoriques qui sont définis dans la loi de bioéthique. Mais je pense que sur cette question-là de l'IA en santé, il faut vraiment... oui, abandonner une part de notre prétention à figer les choses à un instant T. Parce que si on le fait, on a de bonnes chances d'être à côté de la plaque, d'être très vite dépassé par le réel et en fait d'être très inefficace en termes de portée de régulation. Parce que si on bloque, si on crée des interdits inadaptés, nos concitoyens vont aller chercher la solution à leurs problèmes médicaux ailleurs. David Gruson, au début, à la moitié du livre, vous avez fait un tableau. Je me suis demandé si vous n'alliez pas l'afficher dans votre prochain hôpital que vous allez diriger, ou alors si vous n'alliez pas l'emmener chez votre médecin pour l'afficher dans sa salle d'attente. C'est comme une charte. C'est les 5 clés de régulation de l'initiative éthique, intelligence artificielle, pour le déploiement de l'intelligence artificielle et de la robotisation en santé. Je vous fais bref les têtes de clés. Clé numéro 1, information et consentement du patient. Clé numéro 2, garantie humaine de l'intelligence artificielle. Clé numéro 3, graduation de la régulation en fonction du niveau de sensibilité des données de santé. Ça, c'est très important. Clé numéro 4, accompagnement de l'adaptation des métiers. Et clé numéro 5, intervention d'une supervision externe indépendante. Oui, alors, vous voyez, dans le monde de l'IA, je pense que ce processus-là nous amène tous et toutes à nous interroger sur finalement qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Il y a des formes de péremption beaucoup plus rapides des choses, donc on va laisser d'être de quoi est-ce qu'on peut être fier. Donc là, vous voyez, moi, en plus, on se voit dans mon moment un peu point de bascule, Roche Payenne Capitole. Vous voyez, je ne sais pas si je suis de ce côté-là ou pas du précipice. Alors, qu'est-ce que je laisserai? Je laisserai mes 3 enfants.
Et puis peut-être cette contribution, et c'est sans doute ça ce que j'aurais fait de mieux quoi qu'il arrive, et puis cette petite contribution avec ce collectif dont un certain nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui ont participé, avec des parts qui ont des parts actives, mais chacun y a apporté sa graine, qui est Tikia et qui est finalement quelque chose, une idée simple mais forte, qui était d'essayer de concevoir des outils de ce type ou de porter un message. Et on a forgé c'est ce petit référentiel des 5 clés de régulation. On s'était dit avec ce petit groupe, mi-2017, que si on devait, en sortant de l'idée de réglementarisme, mettre sur une page et une page maximum. Alors vous voyez là c'est une page A4, une page A4. Là, ça fait 2 pages de la... Qu'on peut facilement afficher. C'est quoi l'essentiel finalement si on résume le truc, c'est quoi le sujet? Et on arrivait à ça. Et alors pour arriver à cette page-là, ça a été 8 mois d'itération. En enlevant des mots, parce que vous voyez au départ, là je suis juriste, donc on a tendance à mettre beaucoup de mots. Donc au départ, on est parti de la contrainte d'une page, on l'a explosé. On avait un truc de 15 pages avec des addendums, des alinéas, des trucs partout. Et puis on s'est dit, à la fin des fins, non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut mettre vraiment la prescription minimum. On a élagué, c'était dur, reformulé, ciselé, pour arriver à ce truc-là, qui après a été repris et qui a eu deux petites postérités. La première postérité, c'est que ça a été repris dans le rapport Villani, la partie bioéthique. Et puis après, une deuxième postérité qui en fait va vous faire sourire, c'est que on a diffusé l'outil sans y mettre évidemment aucun droit de propriété de quelque nature que ce soit, pour que ce soit approprié, que les idées percutent dans le dispositif. Et puis alors je dirais pas le nom de la boîte, mais quand on a fait l'étude pour Montaigne sur l'évaluation des impacts RH dont je vous parlais, on a consulté des acteurs de toute taille. Et donc là, on a vu un GAFAM qui nous a dit nous, on est un GAFAM vertueux parce qu'on se dote de principes d'autorégulation éthique qui s'organisent autour de 5 clés de régulation que je vais vous présenter. Et donc du coup, le représentant de cette boîte nous a présenté les outils d'Etikia comme étant, en fait, vous voyez, le produit de son savoir-faire d'ingénierie d'autorégulation. Et de sa réflexion. Et donc là, je me suis dit, on a imprimé un truc. Je me suis dit, c'est à la fois c'est terrifiant, mais en même temps, on a trouvé une méthode, quelque chose qui est de l'amorce de débat public pour essayer de planter enfin, vous voyez, faire un peu d'inception, si vous avez vu le film, d'idées dans le débat public sur ces questions. Et alors, là, on est maintenant en 2019, le gouvernement va présenter son projet de loi, et après, le Comité consultatif national d'éthique a repris tout ça, l'a repassé au tamis, et le président et le comité m'ont demandé, mais finalement, dans ton truc, là, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans la loi ? Qu'est-ce qui doit rester dans la loi de bioéthique? Et donc là, en passant ce tamis complémentaire, on en revient à 2 propositions, et 2 seulement. Le premier, c'est élargir le devoir d'information du médecin au patient pour que le médecin, le professionnel de santé, informe le patient de ce que la proposition thérapeutique qu'il lui fait est assise sur une proposition d'intelligence artificielle. Je vous informe que ce que je vous propose a été proposé par l'IA. Et oui, ça a à voir avec l'idée de défense du libre arbitre. C'est un peu ce que vous défendez là. Je vous explique que finalement, je vous propose ça, mais ça ne vient pas que de moi, quoi. Donc après, vous êtes majeur et vacciné, vous cherchez à en savoir plus ou pas. Premier principe. Et deuxième principe, les 2 mots. Et pareil, ça a été repris par d'autres et c'est très bien. L'idée d'un principe de garantie humaine de l'intelligence artificielle. Et finalement, ce principe-là est beaucoup plus fort et beaucoup plus opérationnel que toutes les constructions un peu informatiques compliquées que vous avez entendues, l'explicabilité, la transparence des algorithmes. Je pense qu'en fait, c'est à côté de la plaque dans notre sujet, parce que ce qui est important, c'est le service rendu. Et quand vous y réfléchissez, je regarde Jacques parce que c'est une attente. Je lui dois beaucoup dans mon parcours, mais ça m'est arrivé, c'est arrivé Jacques, plus souvent encore qu'à moi, d'acheter des IRM.
Et en fait, quand on achète un IRM, c'est compliqué technologiquement un IRM. J'ai jamais compris d'ailleurs très exactement comment ça marchait. Mais en fait, en gros, vous avez plusieurs phases. Vous avez une phase où en fait, vous faites un cahier des charges technique et avec des normes que doit satisfaire le fabricant. Et il y a un contrôle technique auquel doit se soumettre le fabricant. Et ce contrôle technique va plonger très profondément dans le code informatique, le système expert de l'IRM. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, on arrive là dans le domaine de Christian, qui est le pilotage qualité. C'est-à-dire que vous avez un collectif d'utilisateurs, des radiologues qui utilisent l'IRM et qui regardent ce qu'il produit. Est-ce qu'il donne de bons ou de pas bons résultats? Et après, il y a un processus correctif qui est mis en place avec le fabricant. Et donc, vous voyez, l'erreur majeure qu'il ne faut pas faire sur l'IA, c'est d'inventer des méthodes de régulation nouvelles, compliquées. Non, du contrôle technique en amont. Et la Cour de justice de l'Union européenne nous dit que c'est un dispositif médical. Donc c'est un régime de mise sur le marché du dispositif médical avec un contrôle technique sur le code informatique et du pilotage qualité aval. Et ça, c'est la garantie humaine. Un collège de garantie humaine qui va piloter l'algorithme et ses résultats. Est-ce qu'ils sont efficaces médicalement, responsables éthiquement sur des cas réels qu'on pilote au fil du temps. Et ce sera beaucoup plus efficace ça que toutes les normes abstraites qu'on pourrait écrire. Très bien. Très bien, merci. À vous de poser des questions à David Gruson, si vous en avez, bien sûr. Il y a beaucoup de sujets dont on n'a pas parlé, hein, mais on n'allait pas parler de tout le livre quand même. Mais des questions? Des angoisses? Oui, monsieur. Alors, la garantie humaine, alors, et vous voyez, là, on est à quelques semaines de la présentation du projet de loi de bioéthique. Si vous me demandiez, ce qui n'est pas mon rôle, hein, mais si vous me demandiez d'écrire l'article de loi qu'il faut mettre dans le projet de loi de bioéthique, j'écrirais un truc du genre « Il est institué un principe de garantie humaine de l'intelligence artificielle en santé. » Et je m'en tiendrai à ça. Point. Je ne le définirai pas. Pourquoi? Parce que si vous le définiriez, plus vous définissez en droit, plus vous restreignez, plus vous amenez du périmétrage et c'est pas bon. Et en fait, je pense que le principe se comprend assez intuitivement. C'est l'idée d'établir un certain degré de supervision de la machine par l'homme. Non pas tout le temps, parce que si vous posez le principe que le développement de l'IA doit être autorisé à chaque étape, vous en figez le développement, vous en bloquez la puissance d'innovation. Et donc du coup, on revient sur l'idée de base, c'est qu'il n'est pas éthique de bloquer le pilotage par les données et par l'IA. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et c'est là où se développe la notion de référentiel qualité. Deux exemples d'outils pratiques. Le premier, c'est l'idée d'une télémédecine de garantie humaine. Vous êtes face à votre médecin qui donc du coup vous a informé de ce qu'il allait vous proposer une solution d'IA. Et puis en fait, on peut être dans la situation où finalement le médecin, il n'est pas très sûr. Et vous-même, ou vous-même comme patient, vous pouvez ne pas être très sûr de ce qu'il vous propose. Et donc là, le médecin va appeler le professeur de l'église et il va lui dire, professeur, bon, la machine me propose ça, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle en droit de la télé-expertise. Vous voyez, le droit qu'on a figé quand j'étais à Matignon s'applique très bien à ce cas de figure-là. Sauf qu'il n'était pas prévu pour ça, mais c'est encore mieux, parce que du coup, on n'a pas besoin de créer un droit nouveau. La télé-expertise de l'époque, telle qu'on l'imaginait, c'était la proposition diagnostique du médecin A qui est invalidée par un avis du médecin B. Et là, ou contre-expertisée. Et là, c'est la même chose, sauf que le médecin A, il assoit sa première proposition sur un algorithme dont il n'est pas sûr. Et il va demander un deuxième avis. Vous voyez, c'est de la télémédecine de garantie humaine. Et puis deuxième exemple que j'évoquais vite fait tout à l'heure, l'idée de collège de garantie humaine. Donc là, on est après l'application du traitement. Vous allez, et ça c'est une méthode qui est bien connue en santé, notamment en cancérologie, c'est ce qu'on appelle la revue de cas pluridisciplinaire. Vous allez associer différentes catégories de professionnels, des médecins, des soignants, et moi je préconiserais aussi des représentants des usagers, pour aller chercher tous les 2-3 mois 20 ou 30 cas d'usage de cet algorithme-là, pour regarder comment ils ont été déployés, pour regarder si les effets négatifs, péjoratifs, se concrétisent au fil du temps. Et on régule comme ça. Vous voyez, télémédecine de garantie humaine en amont, collège de garantie humaine en aval. C'est des outils pratiques, il y en a certainement d'autres, hein, plus des référentiels adaptés à tel ou tel champ disciplinaire, mais ce sera plus efficace. C'est ça la garantie humaine. Une autre question? La garantie humaine ne garantit pas qu'il n'y aura pas de mort. Non, non. Alors,
Alors, vous avez raison, ce que l'on propose, vous l'avez compris, et pas toujours très... je dirais, allez, je le dis comme ça brutalement. Ce que l'on propose n'est pas toujours très compatible avec une application pure et parfaite du principe de précaution. Parce que si on a, qui est pourtant un principe constitutionnel, merci, qui est pourtant un principe constitutionnel, si on applique le principe de précaution dans une acception complètement figée, ça serait de dire, c'est le principe de conservation, qu'on ne peut admettre une innovation que dans la mesure où on peut en garantir absolument l'innocuité. Et vous avez bien compris que dans l'IA en santé telle qu'elle se développe, à aucun moment, dans les exemples pratiques que je vous ai pris, je ne peux vous en garantir la perfection absolue, parce que l'IA va apprendre. Mais je pense qu'il ne serait pas éthique de bloquer l'IA parce qu'on se priverait des gains qu'elle nous amènerait, et parce que je suis convaincu que nos professionnels et nos patients français n'accepteraient pas ce blocage et se tourneraient vers des solutions conçues ailleurs. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça le curseur qu'il faut trouver. C'est soit, vous voyez, de l'innovation ouverte qu'on essaie de réguler un peu, ou soit du principe de la dérogation au principe de précaution. Mais la voie de passage, elle est là. Alors, après, vous voyez, il y a... si vous me posez la question, c'est quoi le risque principal de dommage, finalement? Je pense que le risque principal de dommage, c'est moins l'erreur. Parce qu'il faut bien aujourd'hui mesurer que pour les cas d'usage dont on parle, la probabilité d'erreur est beaucoup plus forte pour un diagnostiqueur humain que pour une machine. Donc il faut, c'est pas IA versus IA, c'est IA versus diagnostic humain. Par contre, le risque réel, c'est celui de la confrontation de l'individu et du collectif. Alors je m'explique. Antoine rappelait dès le départ la loi d'Asimov. Quand Asimov écrit sa loi, en gros, le robot ne peut pas porter atteinte à un intervenant humain. Il imagine deux individus très directement et physiquement identifiables. L'individu A, robot, l'individu B, humain. Sauf que le monde de l'IA, tel que vous l'avez compris, n'est pas un monde d'individus identifiables. C'est un monde d'algorithmes qui va piloter des données pour prendre des décisions ou proposer des orientations de décision à partir de ce qui est l'intérêt du plus grand nombre tel que dégagé à partir des données. Et il peut y avoir des situations dans lesquelles l'intérêt du plus grand nombre ne correspondra pas à mon intérêt individuel. C'est l'intérêt de la personne âgée en fin de vie à qui l'IA jugera plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget correspondant sera mieux alloué pour mieux soigner le collectif dans son plus grand nombre. Et ça correspondra à une situation que je décris dans un cas d'anticipation sur Ebola, à la situation en gros, si vous avez une épidémie d'Ebola demain dans Paris et qui est régulée par l'IA, et que vous avez un périmètre de quarantaine qui est établi, vous avez une confrontation entre l'intérêt de la population qui est dans le périmètre de quarantaine et l'intérêt du plus grand nombre. Et vous voyez, le monde de l'IA, c'est un monde dans lequel on va faire progresser massivement l'efficacité du système de santé, mais au prix d'une certaine minoration de la prise en compte de l'intérêt de la personne. C'est paradoxalement notre société surindividualiste qui a produit la technologie IA risque de nous faire basculer dans une logique surcollectiviste. C'est ça qu'il faut réguler, je pense. Une dernière question. Oui, monsieur. Une question au directeur d'hôpital. On a le sentiment, en vous écoutant, que finalement, on est en train de régler un certain nombre de sujets sur le diagnostic. Mais dans la relation entre le médecin et le patient, il y a une relation humaine, et on sait que dans la façon de s'exprimer et de donner le diagnostic à un patient, il y avait une étude à Gustave Roussy qui avait été assez étonnante là-dessus. Ils avaient constaté que dans l'annonce d'un diagnostic de cancer, un médecin avait interrompu le propos de son patient 17 fois pendant l'heure d'annonce du diagnostic. Et moi, je m'adresse à vous en tant que responsable des ressources humaines d'un établissement. Est-ce que vous pensez que l'IA pourra aider? Alors, vous parliez du directeur d'hôpital, vous n'étiez
pas sûr qu'il existe encore en 2035. Mais ce responsable-là, est-ce que vous pensez que l'IA l'aidera dans son management de l'établissement ? Et dans la gestion de l'empathie, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un problème d'empathie dans la relation avec les malades ? Sûrement. Est-ce que c'est une question de formation des médecins, des infirmiers ? Sûrement aussi. Est-ce que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, logique budgétaire court-termiste, fonctionnement trop bureaucratique et générateur de problèmes d'empathie ? Sûrement aussi. Est-ce que l'IA va traiter cette question-là ? Elle va amener des marges de progrès en libérant du temps pour les intervenants auprès des patients. Donc ça va être un progrès, je pense, palpable dans les prochaines années si on la régule bien, si on la porte bien. Mais je trace une perspective. Vous voyez, là, on revient à 2035. Si je trace la courbe un peu plus loin sur la génération de l'IA d'après, qu'on voit déjà un peu dans certains pays qui ont peut-être un peu moins de barrières sur le sujet que nous, c'est que je pense que, je crains plutôt, qu'on fasse le constat dans quelques temps de notre très grande satisfaction collective à la gestion de cette expression d'empathie par la machine. Parce que vous avez aujourd'hui déjà, par exemple, vous avez, vous envoyez les références si vous voulez, vous avez au Japon des robots qui se déploient comme outil d'accompagnement des patients en service de soins palliatifs. Donc vous avez un petit robot à côté du lit qui diffuse des messages, vous envoie des sons agréables, vous rappelle, vous redonne la voix de vos proches, établit une présence. Et ces indicateurs-là, ces outils-là sont non seulement très acceptés, mais très favorablement acceptés par les patients, l'entourage. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est là où on revient à Netflix et on revient à Tocqueville, qui, dans La démocratie en Amérique, trace ce perspective-là. Vous voyez, il parle, quand il imagine le despotisme dans les sociétés démocratiques contemporaines, il imagine une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui vivent sans repos, repliés sur eux-mêmes. Et en fait, le process qu'il décrit, c'est celui finalement d'une satisfaction émolliente du libre arbitre. Et je crains beaucoup ça, moi. Je crains, finalement, c'est ça le pire risque, qu'on bascule dans un confort où on se réjouira tous de l'apparence de l'empathie, qui réglera le sujet que l'on voit aujourd'hui, qui est l'insatisfaction face à la brutalité. Mais derrière cette brutalité, il peut y avoir aussi parfois de la justesse. Vous voyez, il y a des médecins, ça m'est arrivé de rencontrer dans ma vie de responsable d'établissement, des médecins ou des soignants qui parlaient super mal aux patients, mais vraiment très mal, vous auriez été absolument choqués, mais qui avaient, un peu comme Dr House, des intuitions très justes sur ce qui était bon pour le patient. Et cette intuition-là, qui n'est pas de l'empathie, je crains qu'elle s'évanouisse sous le poids de notre satisfaction émolliente collective. Dernier point, David Gruzon, j'aimerais avoir votre sentiment. Il y a, je crois que c'était cette semaine, s'est créée une start-up à Bordeaux d'un jeune informaticien, d'un médecin passionné par l'informatique et l'intelligence artificielle, qui a créé une start-up avec 14 personnes qui répond aux prescriptions. Soit il aide les médecins pour contrôler la prescription, soit il aide les patients pour vérifier la prescription qu'ils ont eue. Et ça correspond à un besoin, car en France, on est quand même le pays parmi les plus développés au monde, qui consomme le plus de médicaments par tête d'habitant, et qui a des prescriptions, ou le taux élevé également de prescriptions non conformes. Est-ce que vous lui souhaitez un grand succès à ce garçon? Oui, alors vous voyez ce qu'il fait, lui, c'est de la garantie algorithmique de la prescription humaine. Donc, vous voyez, voilà. Il y a la prescription humaine, la garantie algorithmique, après il faut inventer la garantie humaine de la garantie algorithmique. Vous avez compris le process, et puis après derrière il faudra inventer la garantie algorithmique de la garantie humaine de la garantie algorithmique. Vous avez compris le truc à étage. Mais vous voyez, mais qu'est-ce que vous en pensez brièvement? Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alors à vrai dire, pour vous dire le fond de ma pensée,
pour vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il faudrait faire ça de manière dans le droit commun de l'organisation du système de santé. Ça doit être une des vocations, des outils qui doivent se développer à partir du dossier médical partagé, à supposer qu'ils puissent enfin se généraliser, quoi. Très bien, je vous remercie. Je vous laisse à vos lecteurs. À vous. Merci beaucoup, David Grugeon.